Bonjour, je m'appelle Silla, je suis conseillère en économie sociale familiale de formation, professionnelle de direction dans le médico-social et auteur, mais surtout maman. Ici sur Mamart Café, je vous propose de découvrir les coulisses de la vie de maman créatrice au travers de différents épisodes que vous pourrez écouter. Bonjour et bienvenue sur Mamart Café. Pour ce deuxième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Clémentine Dupont. Clémentine travaille dans le secteur du cinéma d'animation sur des longs métrages. Elle est aussi illustratrice. Durant l'épisode, elle va partager avec nous son rôle dans la production de ses films. Elle a commencé cette activité il y a 10 ans sur le film Comme des bêtes dans l'agence parisienne Illumination. Elle travaille aujourd'hui pour des films qui sont diffusés sur diverses plateformes, notamment Netflix. Parallèlement, Clémentine illustre des dessins, des récits, elle écrit aussi ses propres histoires. Son univers est profondément ancré dans l'imaginaire. Pour elle, l'art est une porte d'évasion. Elle emporte avec elle toutes les personnes qui suivent son travail en ligne. Elle a aussi un parcours de maman très inspirant, un parcours de vie atypique. Elle a vécu notamment au Canada. Elle parlera de ses expériences dans différents pays. Aujourd'hui, elle vit en Espagne, à Valencia. Elle partagera avec nous ce que la maternité lui a apporté en termes de vision et ce que ça a changé aussi par rapport à sa créativité et son travail artistique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clémentine Dupont. Donc Clémentine, bienvenue sur Mamart Café pour ce deuxième épisode. Alors tout d'abord, j'aimerais bien que tu présentes un peu ton parcours professionnel et tout ce que tu as pu réaliser dans le cadre, pro avant de passer dans ton univers artistique. Bonjour et merci beaucoup déjà de m'accueillir, dans ce podcast que je trouve que c'est une super initiative, voilà déjà. Hem, du coup, moi j'ai fait des études d'art. J'ai commencé, direct après le bac à faire des études artistiques et au bout d'un moment, ça m'orientait un petit peu trop vers la publicité et ça me plaisait pas du tout. Du coup, j'ai fait une deuxième école, de cinéma Mmh. d'animation et depuis, je travaille, à temps plein en cinéma. J'ai Mmh. commencé à travailler, sur, des petits films, des petits courts métrages, souvent pour, de l'humanitaire. Donc, j'ai fait, un film sur, contre le paludisme, puis ensuite, j'ai intégré des grandes entreprises comme, Illumination à Paris, des entreprises comme Skydance où je suis aujourd'hui et puis d'autres où au Canada où j'ai été, travailler pour Marvel et pour, des grosses productions, hollywoodiennes et voilà. Et quel est ton rôle? Parce que moi, je ne m'y connais absolument pas. En fait, tu fais quoi? Alors, en fait, le cinéma d'animation, le cinéma et les effets spéciaux, ça s'appelle la post-production. Je vais éviter, tous les détails techniques, mais en gros, moi, je fais les poils et les cheveux et les vêtements, pour doubler les acteurs. Par exemple, un Aquaman qui est sous l'eau et il parle pas, il respire pas sous l'eau, donc il faut le faire en double en 3D. Ah oui. Donc il faut refaire ses cheveux, refaire ses vêtements pour, pouvoir faire comme s'il était sous l'eau. Donc en fait, mon travail, c'est de faire que ça ne se voit pas. Quand on n'est pas là-dedans, on a du mal à s'imaginer, du coup, ça nécessite, des compétences, des connaissances dans l'art et cetera, mais aussi, comment dire? Des compétences dans le manuel et tout ça et ça, en fait, ça dépend à chaque fois du scénario et tu t'adaptes, c'est ça? Bah, moi, je travaille beaucoup en 3D, donc c'est des logiciels, qui sont, faits pour quoi, D'accord, c'est un numérique. O ah OK, oui, je dis 3D, pardon. d'accord. OK. Mais c'est super intéressant et c'est dans ce cadre-là que tu vivais au Canada et puis dans d'autres pays? Oui, voilà, exactement, c'est un métier, qui quand même, est super pour ça. En fait, on peut voyager un peu partout dans le monde,
parce que, ça dépend des productions et par exemple, j'ai eu une opportunité d'aller en Nouvelle-Zélande. Finalement, bah, j'ai eu mon enfant donc du coup, j'ai décidé plutôt de rentrer en Europe. Mmh Mais mh. en fait, il y a plein de studios partout dans le monde Mmh et mh. on peut facilement trouver du travail, quand on a des compétences et qu'on fait bien son travail, on peut facilement voyager. Mmh mh. Et donc à côté de cette casquette-là, tu es illustratrice. Alors personnellement, je suis fan du travail de Clémentine, vraiment. Écoutez cet épisode et puis, foncez voir sa page Instagram. Je pense elle va aussi mentionner d'autres réseaux sur lesquels vous pourrez la suivre. Mais en tout cas, moi j'adore ce que tu crées. Tu as vraiment une signature unique Merci. et qu'est-ce qui t'a amené vers l'illustration? Bah, en fait, j'ai toujours dessiné. Moi, depuis mes études d'art, j'ai jamais arrêté. Même quand j'étais petite, je commençais déjà à dessiner des personnages fantastiques. J'ai ressorti des dessins il y a pas longtemps, mes vieux dessins de quand j'avais 10 ans, 9 ans. C'est des Mmh mh. dessins de fées, des dessins d'ogres et tout ça. Mmh mh. En vrai, j'ai plutôt commencé par le dessin et puis après j'ai migré un petit peu au numérique dans ma carrière professionnelle. Mmh Et mh. en fait, depuis que j'ai eu, mon fils, j'ai eu envie de me remettre à fond dans le dessin. Parce que Mmh je mh. trouvais que c'était et puis en plus avec toute cette, technologie qui arrive, l'IA, j'avais besoin de me reconnecter un peu au papier, aux matières Mmh et donc du coup, enfin je sais pas, ça allait de soi. J'ai jamais vraiment arrêté. J'ai jamais vraiment arrêté, mais mh. ça fait 4 5 ans que je me suis vraiment remise à fond dans des techniques, à réapprendre, refaire des cours quoi. Mmh Enfin, mh. voilà, à réapprendre avec d'autres, artistes Mmh. et voilà. À te perfectionner là-dedans et Voilà. en fait, qu'est-ce qui a déclenché, ton envie de revenir au traditionnel, au papier, et puis de créer autre chose que le numérique? À la base, quand j'ai eu, Ethan, j'ai eu un an où, du coup au Canada, quand j'habitais au Canada, on avait un an de congé maternité. Mmh Et mh. du coup, j'avais pas, toute, j'avais beaucoup de temps d'un coup Mmh et finalement, j'ai pas eu envie de rallumer un écran parce qu'en plus avec un bébé, j'avais pas envie de le mettre devant des lumières bleues, enfin des choses comme ça parce que mh. quand on le porte, souvent moi je l'avais beaucoup en portage. Donc du Mmh coup, c'est vrai j'avais pas trop envie d'être devant un écran et donc je me mettais comme ça assis avec lui et puis je dessinais et puis c'est revenu comme ça dans les parcs. D'acc Puis dans les parcs, dans les cafés et tout ça, donc ouais, c'est revenu comme ça, d'accord. grâce à lui. Grâce à lui, non mais c'est super intéressant et en fait, c'est un retour aux sources. Donc la maternité t'a amené un peu vers, vers le délaissement de tout ce qui «t'empoisonnait» entre guillemets psychologiquement. Mmh mh. Mais est-ce que lui, je suis curieuse, est-ce que là, il a quel âge? Là, il a 5 ans, il Il a va 5 avoir, ans? 6 ans bientôt, ouais. Et est-ce que le fait de baigner là-dedans, bah, dès le plus jeune âge, est-ce que ça l'a amené un peu vers le dessin et tout? Je sais pas, je suis curieuse. Alors, je dessine avec lui, en lui montrant des choses, mais j'ose pas trop parce qu'une fois, on avait fait je lui avais montré un petit tutoriel. Et en fait, il avait regardé mon dessin, il avait dit, «Ah mais maman, moi je suis trop nul» et en fait, j'aime pas trop dessiner, en même temps que lui. J'aime mieux l'aider parce qu'en fait, j'ai peur qu'il se compare et que du coup, les enfants, ils se braquent un petit peu dès qu'ils y arrivent pas. Donc Mmh j'ai mh. plutôt envie que ça soit un plaisir pour lui, donc c'est plutôt des coloriages, des choses comme ça. Mais en tout cas, oui, il est très imaginatif, Mmh. c'est pas forcément dans le dessin, mais il est toujours en train de se raconter des histoires, dans son monde et tout ça. Il est un petit peu, dans sa bulle, ouais. En tout cas, ça a dû contribuer à créer aussi, son univers. Comment tu définirais, en fait, ton univers artistique en quelques mots? Bah, moi, j'utilise des mondes imaginaires à l'aquarelle principalement. Fantastique, imaginaire, mythologique, tout ce qui a trait, au monde derrière le monde, quoi. Heu, donc en fait, j'ai une attirance particulière pour ces mondes-là. Parce que je trouve que c'est des mondes qui
qui te sortent un peu de ta réalité et qui du coup t'apprennent un petit peu sur ta propre réalité. Je sais pas si c'est très compréhensible, mais je trouve que ces mondes-là sont un peu un échappatoire et donc je me plais à qu'on peut tout créer, on peut tout imaginer et c'est là-dedans que je trouve un petit peu, oui, mon inspiration, ouais, c'est ça. Refuge, oui, refuge, oui. Alors Mmh. dans notre échange, tu as dit que tu es devenue maman à 31 ans. Mmh mh. Donc tu as eu ton premier enfant, tu disais que tu l'as eu au Canada. Mmh mh. Donc c'est est-ce que tu es originaire de France? Oui, je suis née, Voilà, donc en région parisienne. région parisienne, donc c'était un autre pays. Je pense qu'il y a eu tout un chamboulement aussi en tant que mère pour toi. Et qu'est-ce que la maternité t'a amené dans ton déjà dans ave par rapport à ta passion de créer et puis dans ta vision, qu'est-ce que ça a amené? Qu'est-ce que ça a changé par rapport au monde? C'est très simple, pour moi, avoir un enfant, ça j'ai trouvé ma place, dans l'univers. Ça a été, un déclenchement, de quelque chose en moi qui a été, une force déjà. J'ai retrouvé confiance en mon corps. Je me suis dit que, voilà, qu'il y avait une force en moi qui se demandait qu'à sortir. Enfin, Mmh franchement, mh. ça m'a réveillée et pour moi, la maternité, ça a été, oui, c'est pas facile au début parce que forcément, bah, moi, j'ai fait une dépression postpartum directement parce que je pensais que j'allais être, une mauvaise mère, j'avais beaucoup dans ma tête Mmh. et en fait, en voyant grandir, ça m'a réconfortée et maintenant oui, c'est central parce qu'en fait, je tout ce que je fais dans la création, tout ce que je crée, tout ce que je fais, c'est pour qu'il soit fier de moi donc ouais, c'est maintenant c'est s je suis plus maman que moi-même, même si j'essaye de pas m'oublier, mais Mmh. enfin, il passe toujours en premier quoi. Mmh. C'est clair. Oui, en fait, tu as un peu, en quelque sorte, découvert ton identité, au travers, de la maternité et au fil de l'évolution de ton enfant, tu as appris à te connaître? C'est ça et à plutôt à me reconnaître, à me redécouvrir parce que Mmh. en fait, ça m'a rappelé l'enfant que moi j'étais avant, que D'accord. j'avais un petit peu oublié, Mmh. bah, la vie d'adulte, les études, ça on oublie un petit peu, son enfance et puis, Mmh. la société aussi fait que, Mmh. dès qu'on parle aussi de monde imaginaire, on dit: «Ah c'est pour les enfants» et en Mmh fait, je mh. me suis un peu redécouverte, Mmh. enfant, toute cette Mmh. partie de moi que j'avais un petit peu laissée de côté. La candeur, la douceur, tout ça. Exactement, oui et puis surtout l'autorisation de, bah, de plutôt de pas trop se fier au regard des autres et de faire un peu ce qu'on a envie de faire, que ce qui est à l'intérieur de soi Mmh. et sans se soucier de ce qu'on pourrait penser. Et en plus, tu as parlé de dépression postpartum, tu as dit: Mmh. «J'avais peur d'être une mauvaise mère» et en fait, c'est par rapport à tout ce que la société te renvoyait, l'image de la bonne mère que tu avais et à laquelle tu devais correspondre qui t'a amené vers, cette pression? Je pense que c'est plus, hem, de voir cet être tout petit, tout fragile et que moi je suis une personne assez maladroite de base. Et et donc je me suis dit: «Mais je vais le casser, quoi» et Mmh du mh. coup, j'étais pas bien, je me suis dit j'osais pas au début, j'osais pas trop le prendre. En fait, il fallait qu'on me le donne, j'étais sur le canapé, il fallait qu'on me le donne dans les bras, enfin c'était et j'avais des sauts d'humeur, enfin après ça c'est les hormones, mais il y a aussi, une partie où vraiment je trouvais que Des craintes? ouais, j'allais mal faire, quoi. C'était plus moi-même, qui du coup je me suis regardée en fait un petit peu et j'ai analysé et j'ai ressorti tous mes défauts. Je pense que c'était peut-être un mal nécessaire après là, en parlant, tu vois? Mais mais oui, Et donc aujourd'hui, tu attends un autre bébé, donc tu oui, vas devenir mère pour la deuxième fois, un petit oui. bébé, une brioche au four comme tu l'as dit. Beaucoup plus Et du relax, hein, le 2e. voilà, c'est j'allais te demander ton avis là-dessus, du coup, quand tu compares un peu les 2 clémentines, qu'est-ce que tu peux dire? Bah, j'y vais un peu plus confiante déjà parce que
Aussi, on a passé, avec mon compagnon, on a passé le premier bébé, très bien et donc Mmh. du coup, même dans le couple, on a une confiance qui s'est aussi installée et Oui. donc je sais que maintenant je peux me reposer à 100 sur lui. Donc Mmh. en vrai, j'ai beaucoup moins de stress que mon premier er bébé, parce que quand on Oui. connaît pas, on a peur de l'inconnu, on a peur de ce qui va arriver. On sait que ça va être un changement de vie, mais on sait pas à quel point ça va c'est un tsunami. Mais là, vu qu'on l'a déjà vécu, en fait, vraiment moi, ma 2e grossesse, c'est tranquille. C'est même un peu trop tranquille. Voilà. J'aimerais bien, ouais, j'ai envie de bah, du coup, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de Mmh bouger, mh. mais c'est vrai que du coup et on me dit: «Il faut se reposer, il faut» Mmh. bon. Alors, tu vis aujourd'hui en Espagne, c'est ça? Oui, En Asia. Espagne. À Valencia, et quand je regarde un peu ton parcours, je vois bien que tu as voyagé, que tu as découvert d'autres cultures, donc tu as ouvert ton esprit et est-ce que Mmh. cette ouverture, te permet aujourd'hui d'avoir, un recul et de la hauteur? Est-ce que tu arrives à amortir un peu, bah, toutes ces pressions sociales qui existent? Est-ce que ça t'a amené en plus? Alors, oui, bah, effectivement, en fait, bah, après moi, je parlais des questions de société, je sais pas si je suis trop bien placée parce que j'aime pas trop juger, en règle générale, parce que quand on vit pas dans un pays, c'est facile de critiquer de l'extérieur. Mmh mh. Après moi, je reviens souvent en France et tout ça, donc j'aime beaucoup la France, c'est un p Mmh mh. je trouve que c'est un pays très beau où il y a tous les paysages possibles. Mmh. Après, oui, c'est sûr que vivant en Espagne, c'est un peu plus tranquille. Le Canada est un petit peu plus, dynamique au sens, voilà, tu veux quelque chose, c'est nord-américain, hein, tu veux quelque chose, il faut Mmh. se battre pour l'avoir, faut Et remuer dans la ciel vie et de terre. tous les jours, en fait, par rapport à la maternité, est-ce que tu trouves qu'il y a une perception différente de la parentalité et tout ça? Oui, heu, j en vrai, en Espagne, c'est très important, la famille. Après, j'ai pas encore vécu, tout ce qui est partie accouchement et suivi, mais en tout cas, on ressent que les gens aiment vraiment les enfants ici Mmh mh. et enfin, ils ont toujours des bonbons, des choses à donner, Mmh aux mh. enfants. Au Canada, c'est très, respectueux de la santé et ils D'accord. suivent, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, à la lettre. À la lettre, oui. Mmh. Ah oui, c'est vraiment, ils ont toutes les dernières, avancées, c'est très, c'est bah, rien que la chambre d'hôpital où j'ai accouché, c'est à des lunes quand je parlais avec mes copines qui étaient en France, elles m'ont dit: Mmh. «Mais c'est quoi? C'est un palace?» Je dis: «Bah non, c'est un hôpital». J'avais une baignoire, une chambre, j'avais Mmh des mh. des ballons de massage, il y Sachant qu'en avait tout plus, ce qu'on bon, la voulait. protection sociale, c'est pas du tout la même chose en plus, hein, au niveau, la couverture sociale, j'ai envie de dire, de santé et tout ça. En France, on se pose pas la question de: «Est-ce que je vais payer ma chambre d'hôpital?» et tout ça, Mmh. lorsque j'accouche. Je crois qu'au Canada, c'est différent par rapport à ça. Alors, quand on travaille, c'est pareil qu'en France. Mais OK, dès qu'on arrête de travailler, on est à la rue. d'accord. C'est un peu ça. Donc quand tu travailles, tu as, nous, moi j'avais la sécurité sociale plus ma mutuelle du travail, donc Mmh j'ai mh. rien payé du tout. Mmh. Par contre, le chômage par exemple, il est le même pour tout le monde, que Mmh tu mh. gagnes, 500 000 € à l'année ou un SMIC, Mmh il y a mh. pas de différence de chômage Mmh mh. et il dure, 3 semaines je crois. Je sais plus exactement, je l'ai jamais touché, mais en gros ça dure pas très longtemps. Donc en vrai, oui, c'est différent, mais si tu travailles, ça va. Oui, d'accord, c'est pas que ce qu'on pourrait s'imaginer non plus, Oui, d'accord. si, Tu as si, quand même un minimum de couverture, quoi. exactement. Après, c'est pas les États-Unis et le Canada, hein. Les États-Unis, c'est encore différent, mais c'est vrai qu'il faut enfin, souvent, on a tendance à exagérer un peu les idées qu'on a des pays Mmh et mh. alors qu'on n'y a pas vécu et c'est pour ça que enfin, moi, j'aime pas trop juger, quand je vis pas dans le pays parce que, dans tous les pays, il y a des choses qui sont bonnes et des choses qui sont moins bien. Après, Exactement. c'est juste, est-ce que toi, tu t'adaptes à ce Oui, pays-là ou pas? oui.
et en plus, je pense que tu as gagné de Mmh. la flexibilité justement avec ton parcours. Ouais, oui, ouais. Bah, je pense que dans la vie en général, il faut pas trop essayer d'avoir des idées et parce que il y a toujours quelque chose qui est pas dans le plan. Oui, Donc clair. vaut mieux apprendre à s'adapter et ce qu'on a essayé de faire avec l'éducation de notre enfant, Mmh. c'est-à-dire que même quand il était tout petit, en fait, on a essayé de lui donner des points de repère qui étaient pas, fixes. Par Mmh. exemple, quand je dis des doudous, des choses on essayait de le faire dormir à des endroits différents, dans la Oui. maison, enfin, c'était pas du tout des choses fixes. Après, on n'est pas, complètement à l'ouest, hein, s'il a école le lendemain, on va essayer de le coucher plus tôt, on va pas le coucher à 22:00 comme, Bien la plupart sûr, des Espagnols. oui. Mais, mais c'est vrai que c'est plutôt dans notre façon de vivre, on essaye de pas être trop rigide, dans les horaires, si c'est 8h10, 8h15 au lieu de 8h, c'est pas très grave, tu vois? C'est pas non plus, Mmh. ça va pas lui changer sa vie pour nous, Mmh. hein. Après, je sais Mmh. que j'ai des amies qui sont parentes et qui sont très, très carrées et c'est très bien aussi et leurs enfants sont super, hein, il y a pas de souci avec ça. Mais nous, c'est l'équilibre qu'on a trouvé. Notre façon de faire avec les enfants, c'est aussi, le reflet de notre histoire, notre rapport à beaucoup de choses, notre approche, et Mmh, heureusement que tout le monde ne fait pas la même chose. exactement. De dire, alors, on va revenir sur, ton œuvre et ta casquette d'illustratrice. Mmh mh. Est-ce que tu peux me présenter, que tu peux nous parler de ta dernière œuvre? Tu travailles sur quoi actuellement? Alors, la dernière chose que j'ai faite, c'est le concours, pour Little Urban, qui est une maison d'édition, française de jeunesse, Mmh mh. qui a fait un appel, pour illustrer le premier roman jeunesse. Donc j'ai préparé tout un dossier avec une histoire, fantastique. Je voulais faire une épopée, je voulais parler d'aventure. Donc du coup, voilà, j'ai écrit l'histoire, Ah, j'ai illustré. tu as écrit aussi une histoire? Alors, auteur, c'est un grand mot, hein, en fait, j'ai toujours un peu écrit, mais là où tu sais, je pense que c'est aussi un métier très difficile d'être auteur, je pense que tu peux en confirmer. Mmh Mais, mh. là, c'est un roman jeunesse, donc j'avais pas, non plus, je crois que c'est 3 pages, que ça fait en gros. D'accord, OK. Oui, c'était un exercice qui était difficile, j'ai mis beaucoup plus de temps à écrire l'histoire parce qu'il faut se relire. Moi, je me suis relue je sais pas combien j'ai fait de réécriture, Mmh mh. mais, mais oui, c'était super intéressant, d'écrire sa propre histoire, Mmh mh. et de pouvoir illustrer la construction des personnages, que tout matche bien, voilà, donc ça, c'était Oui. assez cool. Donc c'était un premier exercice, d'écriture, et il Mmh. fallait aussi illustrer l'histoire? Donc donc il fallait faire, donc toutes les illustrations en croquis et 3 en finale, illustration finale. Mmh mh. Donc ouais, c'était assez gros, comme projet. Mmh Ça m'a mh. pris pas mal de temps, les 2 derniers mois et donc oui, j'espère, on croise les doigts, j'ai envoyé, on va Oui, voir si on croise les doigts. Je pense que, heu, ton art, a sa place dans le milieu parce que, comme je t'ai dit, tu as vraiment un coup de pinceau, un coup de crayon, qui t'est propre, et ça, comment dire? C'est vraiment un univers à part entière, quoi. mmh, Foncez voir, la page de Clémentine, heu merci. et donc tu disais aussi, que l'arrivée d'Ethan Mmh. t'a inspiré dans ton art et dans ta créativité. Hem, Aujourd'hui, de ton rôle d'illustratrice, et puis tu travailles aussi dans le cinéma, et de maman, heu, comment vois-tu l'univers de l'art et de l'illustration, et vers quoi ça se dirige selon toi, et en quoi ça peut apporter en plus justement d'être inspiré par les enfants? Je pense que je pense vraiment que les artisans et travailler pour justement des enfants, ça va nous faire garder, de l'humanité, en fait. Mmh mh. Hem
Parce que même moi là, dans mon métier, je le vois, que l'IA, va enfin surtout l'IA, va plutôt moi je suis plutôt une personne positive, hein. Mmh Donc mh. en fait, je pense pas que l'IA va effacer les artistes et va effacer, tous ces gens de talent. Je pense qu'au contraire, ça va révéler des talents. Ça sera peut-être un petit peu plus dur pour eux, parce qu'il va falloir s'accrocher et pas céder, trouver des gens qui qui achètent, qui consomment en fait, de l'humain. Oui, Mais et je pense que ça qu'il y en a. Mais je pense que par contre ça va faire mourir, les ce qu'on appelle dans notre milieu les yes man, c'est-à-dire les gens qui font des films ou des œuvres juste pour l'argent et qui font un scénario en 2 semaines et qui mmh. est ça ceux-là à mon avis vont Ils vont ça va prendre cher. les et ouais, bah, Mmh. parce que du coup ils vont être remplacés. Mmh mh. Alors qu'un véritable artiste, avec une patte, quelqu'un qui a vraiment travaillé pendant des années et qui s'est fait une communauté et qui est humain en fait, Mmh ça mh. va plutôt le révéler. Mmh mh. Ouais, moi j'ai cet espoir-là, Mmh. que les gens Donc vont vouloir être émus par des gens humains, quoi. je pense que la créativité humaine ne pourra jamais être remplacée à 100 parce qu'un artiste saura toujours amener quelque chose de différent que l'IA ne pourra pas reproduire. Bah, parce que c'est tellement singulier en fait, Mmh mh. on peut pas créer des personnes par ordinateur. On va être ému, je pense, par certaines œuvres d'IA, on va être, je pense, hein. Mais moi, ça me fait déjà cet effet-là quand je vois une image, IA. Bon, là, c'est pas encore totalement optimal, je pense qu'à un moment donné, ça va être vraiment difficile de les Mmh, reconnaître, je suis mais d'accord avec toi. Mmh. mais je pense que dès que je le vois que ça a été fait par une IA, en fait, ça me casse un petit Mmh. peu Mmh. l'œuvre et du coup, j'ai même plus envie de la regarder après. Parce que nous, on a cet œil artistique. Est-ce que tu penses que le grand public va petit à petit cheminer vers ça aussi? Ah ça, je sais pas. Je pense qu'une Mmh. partie, oui. Mmh. Heu, je pense qu'une partie et peut-être pas tout le monde. Il y a des gens qui, au contraire, adorent, la technologie et ce que ça peut faire et ce que je comprends. Moi aussi, je suis assez fascinée par la technologie. Je suis pas anti technologie du tout. Mmh mh. Mais oui, je pense qu'il y a une partie des gens qui vont vouloir avoir, un tableau en 10 secondes, voilà. Mais je pense qu'il y a aussi une autre partie qui va vouloir avoir des vrais artistes et des vraies matières et des enfin voilà. Mmh mh. Je pense qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y aura toujours que de toute manière, 2 voies de circulation, hein, en fait, c'est dans Mmh, tout et peut-être 2 vitesses, que ça prendra plus de temps pour, le grand public, de comprendre aussi certaines choses. Mais comme tu dis, il y a aussi du bon, mmh. et j'espère que ça sera utilisé, bah, pour la bonne cause. Oui, bah, je pense aussi que sur certains aspects, de ce qui est embêtant, en fait, quand on est artiste, toute la paperasse, tout ça. Peut-être que ça sera simplifié aussi pour les artistes, grâce à ces technologies-là, que du coup, ils auront plus de temps pour faire leur art. Parce que c'est vrai que quand on est freelance, en fait, on dessine, dans notre journée, c'est l'équivalent de 2 heures, le reste, c'est, l'administration, c'est, prendre des photos, c'est enfin, Mmh, donc du mmh, coup, mmh, c'est vrai qu'au mmh. bout d'un moment, ça va peut-être enlever quelques casquettes. Je vais revenir sur, tes ton processus créatif, les rituels et cetera. Mais juste là, j'ai envie de te demander, quand tu dis par exemple, un artiste ne trouvera toujours sa patte et sa définition, sa signature dans ce qu'elle va créer, c'est transposable aussi dans ton univers cinématographique dans lequel tu évolues? Par exemple, les longs métrages et tout ça, comment ça se passe en fait? C'est des artistes qui créent en numérique? Ça se passe comment? Oui, alors nous enfin quand, moi je travaille pour une grosse industrie, je choisis pas les projets. En fait, c'est ma boîte, enfin mon entreprise qui choisit de créer un projet et moi Mmh. je fais, en gros ce qu'ils me demandent. C'est pas, j'essaye au mieux de coller aux matières. Par exemple, on me dit, lui
Il a, une fourrure, marron, avec, enfin voilà, un petit peu hirsute style castor, je vais essayer de coller au mieux à la réalité pour que ça soit, le plus crédible po il y a beaucoup moins de, de création, dans la post-production que dans la pré-production. La pré-production, c'est tout ce qu'il y a avant le tournage et du coup, c'est tout ce qui est, dessin de décor, character design, design de personnages, tout ça. Ça, c'est plutôt pré-production. Moi, dans ma post-production, c'est plutôt essayer de donner la vision du réalisateur, de suivre sa vision. Comme on ferait pour un client, hein. Par exemple, si un client demande une illustration, il va nous dire, «Oui, moi, je veux, une méduse, je veux une méduse qui fait des bulles» ou je sais pas et Mmh. on va au mieux essayer de comprendre ce qu'il veut pour, coller à sa vision à lui, parce Mmh. que c'est lui le client. Oui. Après la différence avec, le dessin artistique et l'illustration, c'est qu'en général, on vient te chercher pour ton style à toi. Donc on va pas essayer de te changer, de te corriger. Les gens avec qui j'ai travaillé, c'était vraiment des gens qui étaient venus parce qu'ils aimaient bien ce que je faisais et donc Mmh. ils ont pas trop fait de retour et ce que je trouve génial, hein. Et moi, j'ai le luxe, d'avoir un métier à côté, donc je peux me permettre, par exemple, si quelqu'un vient me voir et me dit: «Est-ce que tu peux me faire, ce dessin, façon, Keith Haring» ou j'en sais rien, Mmh. je peux me permettre de refuser des projets parce que je sais que ça Mmh. correspond pas à mon univers. Mais il y a certains artistes, ils peuvent pas parce qu'il faut qu'ils acceptent le maximum de projets pour pouvoir vivre. Avant de clore ce sujet, pour les auditrices et les auditeurs, donc Clémentine, travaille, bah, elle vous a expliqué, de son rôle dans le secteur du cinéma et donc elle a travaillé sur plusieurs projets, notamment aussi des projets, de séries Netflix. Même si tu peux pas donner le nom, c'est quand même des grosses productions. Elle connaît un peu le backstage, et c'est ça qui est important en fait, de passer, bah, de tout cet univers-là à l'envie, bah, de produire, sur du papier, la peinture et tout ça. C'est important aussi de ce que ça te procure, en fait, cette envie-là de retrouver un peu le basique. C'est important. Oui, c'est ça, la base de la création et puis faire des choses pour soi. Parce que quand on vit dans un monde, grand et qu'on qu'on évolue dans un milieu où ça brasse, des milliards, où il y a plein de monde qui travaille sur un film, il y a énormément je dis pas de chiffres parce que je suis très nulle en chiffres. En général, je vais juste dire beaucoup de monde et c'est vrai qu'essayer de retrouver une singularité dans la création, c'est assez essentiel, je pense et j'ai beaucoup de gens qui travaillent avec moi, qui ont une activité à côté. J'en ai une qui fait de la broderie, j'en ai une qui est D'accord. character designer. Ouais, Qui souhaitent garder quelque chose de manuel, quoi, exactement. Mmh mh. d'antan. Oui. C'est super intéressant. Alors là, on va passer à ton processus créatif. Donc, est-ce que tu as un rituel, une organisation type, une journée type de création quand tu n'es pas sur les sets, bien sûr? Et est-ce que ça a évolué depuis que tu es devenue maman et comment? Alors, bah, tu sais, moi, je suis pas une personne, comme j'ai dit, très organisée. J'ai plutôt moi, c'est plutôt des périodes. Par exemple, là, mon travail de base, il me permet, d'avoir des périodes de creux et des périodes de rush. Donc quand je suis en période de rush, je dessine moins et quand je suis en période de creux comme maintenant, j'ai beaucoup plus de temps de dessiner Mmh. et donc en fait, oui, j'ai pas vraiment de processus créatif. En général, c'est plutôt, je me réveille avec une idée et je me dis: «J'ai envie de dessiner ça» et donc là, par exemple, récemment, j'ai eu ma période conte et je voulais illustrer La Belle et la Bête. Donc je me suis dit: «Je vais partir sur 4 illustrations de La Belle et la Bête» et donc j'ai relu le conte et j'ai essayé de m'interpréter parce qu'il y a beaucoup d'interprétations de La Belle et la Bête. J'ai essayé de relire le conte original, de voir d'abord j'engrange un peu de contenu quoi, les films, les j'ai assez revu de choses.
Et ensuite, je me mets à faire des croquis, à juste laisser aller un peu ma main, à me dire à quoi elle Mmh. ressemble cette bête pour moi, Mmh mh. qu'est-ce qu'avec toutes ces informations que j'ai, engrangées, qu'est-ce qui pour moi clochait dans les pas clochait vraiment parce que c'est un travail artistique incroyable, tout ce que les ceux qui ont fait les films et tout ça ont fait, mais qu'est-ce que pour moi, la bê à quoi la bête ressemble? Pour essayer de trouver, qu'est-ce qui oui, l'essence, de mon dessin, quoi. Oui. Puis une fois que j'ai le personnage, que j'ai les 2 personnages en tête et ben, je me mets à dessiner et à faire des scènes et je choisis, quelles scènes faire aussi dans l'histoire, Mmh les mh. scènes clés et puis ensuite, c'est juste je déroule quoi. Je dessine et puis ça sort comme ça. Bah, des fois, je suis pas contente du résultat de final, mais en fait, j'ai un peu appris à aimer mes défauts et me dire que c'est ça qui faisait, que j'avais mon style, même si je crois pas vraiment au style, c'est plutôt ce que tu aimes décider, c'est faut trouver ce que tu aimes faire Mmh mh. et du coup, voilà. Mmh. Puis, Et puis j'ai pas vraiment de temps. souvent on te voit aussi sur Instagram, tu mets ton casque, tu écoutes de la Mmh, musique. Ça ouais. c'est aussi, un peu, ta patte à toi, quoi. Quand je vois ça, je me dis: «Ah bah, c'est bon, elle va dessiner un truc». Souvent, bah, j'écoute beaucoup de choses, dans ce casque, j'écoute, des podcasts, j'écoute des livres audio, j'écoute, de la musique, Mmh mh. ouais, ouais, j'ai besoin d'un bruit de fond, en fait, moi, parce que sinon, si je suis trop seule dans ma tête, je vais commencer à trop réfléchir, donc je préfère avoir quelque chose qui me sort un petit peu de mes pensées. On a parlé de ton processus, qui est selon l'inspiration du jour et est-ce que, il y a bah, du coup, tu as dû t'adapter aussi quand tu es devenue maman, un peu au rythme biologique, à l'évolution, naturelle de ton enfant? Mmh. Comment tu l'as vécu? Parce que tu avais plus de temps pour dessiner, je suppose, avant d'être maman. Comment toi tu l'as vécu? Est-ce que parfois, tu as connu de la frustration de pas pouvoir créer? Est-ce que pas du tout, tu t'es adaptée, bah, naturellement et très rapidement? Alors, moi, ça a jamais été, vraiment un souci, parce que alors mon fils, il dort, enfin, il y a pas de j'ai pas eu vraiment beaucoup de problèmes de ce niveau-là et en fait, c'est tellement un plaisir, d'être avec lui que c'est pas grave, de pas, sortir mon dessin aujourd'hui. En fait, tu vois? Tu as travaillé l'acceptation et tu t'es adaptée rapidement. Voilà, c'est ça. Ouais, j'ai pas vraiment eu de frustration de pas pouvoir créer parce qu'en plus, comme je le disais au début, j'ai un compagnon qui m'aide beaucoup et dès que je lui dis, «Bah, là, j'aimerais bien prendre cette journée, ce dimanche Mmh. pour faire mon dessin» et il me dit: «Oh bah, c'est pas de souci», Mmh. bah, je il Alors ça, m'emmène, c'est très important. C'est un point aussi qu'on a évoqué avec Alexandra. Je ne sais pas si tu as écouté l'épisode précédent. Donc oui. elle parlait souvent aussi de son compagnon. Bon, la Mmh. parentalité, c'est à 2, même si là, sur notre podcast, on se focalise sur la mamentalité, c'est un terme que j'adore employer. Mmh mh. Et du coup, même dans la créativité, donc au-delà de ce rôle parental, même dans ta passion, en fait, c'est aussi un socle, un appui et un soutien qui te permet de continuer à vivre ta passion. Effectivement, sans lui, je pourrais pas, autant créer, je pourrais pas autant, me consacrer à ce que j'aime faire. C'est indéniable que, une maman moi j'admire, hein, les moments solo, vraiment, les moments solo qui créent, qui font plein de choses, je les trouve incroyables, d'une force, incroyable. Je sais pas comment elles font. Donc oui, ouais, à 2 c'est beaucoup plus simple. Après on va voir, hein, quand on sera 4 hein, on verra. Parce que là 2 parents pour un ça va, mais 2 parents pour 2 c'est peut-être différent. Je vais parler d'un sujet qu'on avait évoqué aussi avec Alexandra Zins et elle me disait: «Bah, j'aimerais bien avoir l'avis de tes autres invités là-dessus». Mmh mh. Est-ce que quand je te dis syndrome de l'imposteur, ça te parle par rapport à ta casquette de créatrice? Est-ce que tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu en penses globalement? Tous les jours. Tous les jours, c'est je pense que c'est le lot de tous les artistes, ou les enfin,
artiste, créateur. Heu, bon, tous les jours, je me juge. Tous les jours, je me dis: «Oh non, c'est je vais pas poster ça, c'est moche», enfin, c'est on est les plus durs avec soi-même, hein. Tu luttes contre cette petite voix ou heu, comment tu le gères? Alors, bah, moi, j'ai eu un petit personnage que d'ailleurs, j'ai utilisé pour faire mon histoire sur, Little Urban, pour le concours. C'est lui le protagoniste de mon histoire et en fait, ça fait longtemps que je l'ai et c'est un petit personnage qui s'appelle le Snorfluff et c'est un personnage, qui, est très pragmatique et en gros qui montre un petit peu, un autre point de vue à l'autre personnage dans l'histoire et Mmh. donc lui, c'est un peu, mon ami imaginaire et en fait, à chaque fois que je me juge ou que je me dis que c'est pas terrible, je lui pose bon ça je vais paraître un peu folle, mais je lui pose mentalement la question et j'essaye de le faire parler pour qu'il me parle d'un autre point de vue. «Tu as travaillé pendant toutes ces heures, montre-le, au pire les gens ils aiment pas, c'est pas grave», Non, mais c'est voilà génial! Tu as donc ça trouvé, ton propre soutien, tu l'as créé de tes mains, mais c'est génial. Très artistique d'ailleurs et en fait, tu prends du recul avec ce personnage et tu essayes d'avoir un autre point de vue. exactement, c'est ça et je me dis: «Bah, finalement, même si c'est pas terrible, au moins c'est quelque chose» et qu'à partir du moment où on crée quelque chose, je pense que c'est important de le montrer et puis les gens qui sont pas contents et qui sont pas gentils, bah, c'est leur problème. Alors justement, ça rejoint la question que j'allais te poser, tu quelle place donnes-tu à l'interprétation du public, à tes œuvres et dans tes œuvres? Quelle est la place de l'interprétation de l'autre par rapport à ce que tu crées? C'est super important parce que ça te permet de te remettre en question et c'est pour ça, moi, j'adore, tout ce qui est critique constructive, que même, des gens, qui sont assez doués et qui me parlent, de mon art et qui me font des réflexions sur mes œuvres: «Ah ça te tu pourrais essayer cette technique ou tu pourrais faire, différent». Enfin, quand je demande parce que des fois, ils donnent un peu leur il y a des gens qui donnent leur avis alors que je leur ai pas demandé, mais après oui, je trouve que c'est une part très importante, la critique et surtout, bah, c'est ce qui va nous faire vivre, nous créateurs, c'est le public donc Mmh mh. c'est important d'écouter les gens, moi, je pense et puis ça te fait grandir, ça te remet en question, Mmh donc oui et ça arrive souvent à des moments où, on mh. a l'impression qu'on a trouvé, finalement, son style, la façon de notre façon de créer et qu'on va garder ça toute notre vie. En fait, ça arrive souvent à ce moment-là où il y a une personne qui va dire une phrase ou quelque chose qui va tout faire remettre en question et on va se mettre à réessayer d'autres techniques, d'autres choses et c'est comme ça qu'on grandit aussi, je trouve, en tant qu'artiste, c'est le fait d'essayer plein de choses et d'évoluer, en fait. C'est pour ça que je crois pas Mmh trop en cette histoire de style parce que je pense qu'être artiste, c'est évoluer et qu'à un mh. moment donné, on va forcément ne plus avoir le style qu'on a aujourd'hui. Même si, moi j'adore dessiner comme ça, mais je sais qu'à un moment donné, je vais avoir une bascule et je vais sûrement mon style va évoluer Mmh. et Ne pas s'enfermer dans des cases, ne pas se fermer les portes soi-même et pour quel est le rôle de l'art aujourd'hui? Donc, déjà tu parles d'ouverture, nécessaire, mmh. une évolution, bah, continuelle et qu'est-ce que l'art devrait apporter au monde d'aujourd'hui à ton avis? Bah, moi je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important. C'est ce qui un peu redonne de l'humanité, heu Mmh mh. et c'est ce qui ça peut être politique, ça peut être, juste beau et je Mmh pense que la mh. beauté, c'est aussi important dans le monde. La beauté au sens large, hein, pas, Mmh mh. les codes que la société veut nous dicter, mais on peut trouver quelque chose, de répugnant beau Mmh et mh. c'est ça, il y a que les artistes qui peuvent arriver à nous montrer, ces facettes-là, heu, Mmh mh. ce
ouais, bah, vas-y exprimer, mais en gros, c'est oui, pour moi, il y a que l'art qui fait que, on peut voir du beau dans le «laid» entre guillemets Qui et questionne les que normes comme tu dis, oui, qui requestionne, bah, la beauté, qu'est-ce et puis même au travers d'un regard qui peut amener, à une vision politique, réfléchir un mmh, peu sur l'évolution du monde, ouais, et c'est l'art qui peut amener à questionner ça avec un autre regard, quoi. oui et oui, c'est là oui, je pense que c'est l'art qui redonne, de l'humanité. C'est l'art qui nous raccroche un petit peu à nous-mêmes, ouais, c'est ça. Et on en manque, cruellement. C'est juste qu'on est un peu noyés, ouais, on est un petit peu noyés, mais il y a tellement de gens talentueux. Mmh. Faut ouvrir un petit peu les yeux, faut s'arrêter quand on est dans une rue et qu'on voit, exposition, sur une feuille A4, essayer de plutôt tourner et d'aller voir ça plutôt que de continuer sa route pour aller au supermarché. J'essaie de se dire: «Allez, je tourne». Mmh mh. Heu, Mmh. mais oui, quand on en au bout après je pense aussi que l'art appelle l'art. Dès qu'on commence à un petit peu s'intéresser à ça peut être la musique, hein, ça peut être plein d'autres choses que la peinture, mais dès qu'on commence à un petit peu plonger dans ça et ben, au final, c'est pas si difficile d'en trouver. Oui, l'art appelle l'art, oui. Ouais, il Et faut est-ce juste rentrer que dans une librairie. c'est aussi des tu sais que c'est pas si automatique que ça quand on n'est pas là-dedans, c'est aussi une manière de vivre qui s'apprend, je pense. Bah, c'est vrai qu'on est dans des vies où tout va à 100 à l'heure maintenant, tout, y c'est dur de s'arrêter et de se dire: «Allez, je prends 10 minutes, pour ouvrir un livre», c'est vraiment, c'est pas moi, ça fait très peu de temps que je me suis remis à lire, parce que je lisais beaucoup, beaucoup quand j'étais, lycée et puis dès que j'ai commencé mes études, j'avais plus le temps de lire et là, ça fait pas très longtemps que je me suis remise à lire. C'est vrai que c'est Mmh. un travail, c'est un petit peu un il faut vraiment se motiver, quoi. Moi, je sais que je mettais, mon téléphone, par exemple, je le mettais, dans le salon, je le prends plus dans la chambre et en fait, je me réveille et comme ça, en me réveillant, je pose ma main sur mon livre au lieu de prendre mon téléphone, par exemple. Ah, Que des petits trucs comme ça. je me note là l'idée du téléphone, au salon plutôt que oui, super. Oui, il faut acheter un petit réveil, pour se réveiller, un réveil, enfin n'importe quoi, mais du coup du coup, oui, pas avoir le téléphone dans la chambre, déjà ça, c'est pas mal. Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Je sais pas si ça peut marcher pour tout le monde, mais oui, on s'endort mieux, on se réveille mieux, c'est quand même, Mmh. la journée commence un petit peu plus joyeusement que, d'avoir, direct les infos, choses, Mmh. déprimantes. Est-ce que Hem, tu as un rêve artistique que tu aimerais bien, réaliser un jour? moi j'adorerais publier mon livre jeunesse, ça serait, incroyable. Après, si c'est une série, c'est encore mieux et Mmh. et puis ouais, juste continuer de créer, Tu aimerais bien évoluer dans l'univers de la littérature jeunesse? ouais, de l'édition, même, pas forcément jeunesse parce que j'adore aussi tous les romans maintenant, il y a un espèce de de regain pour la littérature fantastique en ce moment et vraiment, illustrer des couvertures de livres fantastiques, enfin voilà, il y a plein de projets, en tête. Mmh. Donc oui, il y a plein de Le regain pour, les univers imaginaires, c'est peut-être aussi un lien avec ce que tu as dit en début de ce podcast, le besoin d'évasion des gens mmh, qui n'en peuvent plus, de mmh. voir, un monde qui s'effondre petit à petit, même si c'est bien de voir le positif partout. Malheureusement, il y a des choses qui nous rattrapent et Mmh. l'imaginaire, est une porte, de secours, hein, quelque part. Bah, ça permet de mettre un petit peu de ouais, de beauté dans ce monde, qui paraît gris, même si, dans le monde d'aujourd'hui, moi, je trouve pas que ça soit tout parce que c'est vrai quand on regarde les informations, quand on regarde tout ça, on se dit que le monde va très mal, mais c'est qu'une partie, en fait, dans le monde,
C'est il y a plein de pays où il y a d'autres choses qui se passent et on sait même pas ce qui se passe. Parce que Mmh. j'écoutais un podcast, il y a récemment, Patrick Baude, heu qui parlait à Samuel Etienne et il justement, il expliquait qu'en fait, les informations, c'est tout partout, tout le temps. C'est dans chaque ville, dans chaque pays, il y a des nouvelles informations qui arrivent et en fait, à la télé, on nous montre des informations qui arrivent à un moment donné dans un coin du monde et qu'en fait, le Oui. monde est beaucoup plus vaste et que Mmh. du coup, il y a plein de nouvelles qu'on n'a pas et donc oui, voilà, je trouve C'est ça vrai que assez réconfortant. les médias positifs manquent aussi, hein, tu as raison, c'est Mmh. on est-ce que, avant de terminer notre échange, est-ce que tu as un message que tu aimerais adresser à nos auditrices et auditeurs? Déjà merci de m'avoir écoutée pour celles qui sont restées jusqu'au bout. J'espère que c'était, intéressant. Heu, c'est un premier exercice pour moi, c'était assez difficile. Où est-ce qu'on peut suivre ton actualité, Clémentine? Bah, en ce moment, c'est vraiment principalement sur Instagram parce que, vraiment je suis pas très douée en réseaux sociaux. J'essaye des choses comme un peu de nous tous, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt Instagram. J'essaye de me concentrer un peu sur ce réseau-là. Sinon, j'ai mon site internet que vous pouvez retrouver dans ma bio sur Instagram. Est-ce que tu as un portfolio? Est-ce que tu publies toutes les illustrations, sur lesquelles tu travailles? Tout à l'heure, tu parlais de l'univers, La Belle et la Bête et tout ça. Est-ce que tu les publies ou pas du tout? Ah bah, Heu, alors les illustrations de la Belle Bête sont sur mon Instagram, mais là, je vais pas tarder à les regrouper pour faire un post complet dessus parce que c'est un petit peu disparate et c'est oui, sur mon portfolio, il est censé y avoir toutes mes illustrations, mais je suis pas très à jour. Si, j'avais une newsletter aussi que là, c'est vrai, j'ai un petit peu laissé de côté parce que, en parlant, avec, des copines, c'est vrai que les newsletters, j'ai un peu de mal, parce que moi-même, quand j'en reçois, je les lis pas forcément d'accord. et je Ouais. pense que ça pollue un peu les boîtes mail. Du coup, j'ai un Mmh, petit peu ralenti mmh, et je vois si les gens me les demandent ou pas et pour mmh l'instant, ils ont mh. pas demandé. Donc je pense que c'est pas quelque chose, de moderne, je sais pas. Je sais pas si je serais intéressée d'ailleurs de savoir si les auditeurs, si vous voulez me mettre un petit message sur Instagram: «Oui, on veut des newsletters ou pas?» enfin voilà. Je serais intéressée de savoir. Coup là, sondage, pro newsletter ou ceux qui n'aiment pas ça, on attend vos commentaires du coup les posts de Clémentine. On voudrait avoir votre avis là-dessus et c'est vrai que je me pose la question aussi parce que, j'en lis de moins en moins, honnêtement. Mmh. Oui. Oui, bah, souvent en plus on est subjugué de newsletters et donc on les efface, super rapidement. Donc c'est pas, ouais. Et ouais. Mais bon, du coup, les gens qui vont chercher, mon profil ou qui vont aller sur mon site par volonté de justement me suivre, plutôt que d'aller les chercher, heu, j'aime pas trop forcer les gens à regarder des choses. Donc voilà, c'est pas trop mon ADN. Mais après on me dira que dans ce monde d'aujourd'hui, il faut vraiment, se battre et jouer des coudes, pour pouvoir exister, mais chacun son, Comme tu dis, on a l'impression qu'il faut se battre, hein, pour exister, mais en même temps, est-ce que mmh, c'est exister que de forcer les gens à mmh, explorer notre univers et ce qu'on crée? C'est compliqué de trouver la juste limite. Mmh. il y a moyen que je fasse, quelques posts avec les illustrations finales, que je montre un petit peu un processus parce que je l'ai fait en numérique celui-là. Du coup, enfin sur la tablette graphique, il y a moyen que je montre, quelques, comment on appelle ça? Là, Mmh, c'est l'enregistrement de ta ouais, création, voilà. on sait découvrir ce qu'elle crée, ça ses techniques, c'est très beau, et merci pour cet échange Clémentine, merci pour, ton authenticité, ta transparence, Bah, merci, c'était super. Franchement, j'étais super stressée avant de venir et en fait, tu as vraiment, une façon de poser des questions qui nous met à l'aise et vraiment j'aimerais enfin, j'aimerais bien entendre aussi, ton histoire donc ça serait bien que tu te fasses un auto-podcast.
2e demande. Je pense que je vais céder. Peut-être qu'il y aura un épisode bonus, on ne sait pas, pour la première saison où je parlerai de moi-même. Bah, mine de rien, c'est des exercices qui sont super en tant qu'artiste parce que du coup, ça nous permet de faire un petit bilan finalement de là où on en est et c'est vraiment bien. Merci beaucoup. Je mets, sous le post, le lien de l'Instagram de Clémentine Dupont. Merci encore Clémentine. Je vous dis à très bientôt sur Mamart Café. Merci beaucoup. C'était Mamart Café avec Clémentine Dupont, animé et dirigé par Sila Yildirim Khan Karaka. À bientôt sur Mamart Café.